Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. Les titres de ce journal. Le syndicat autonome des magistrats du Niger, Saman, décide de porter plainte contre le secrétaire général du PNDS Taraya Hassoum Massaoudou pour outrage à magistrat et jeu de discrédit sur une décision de justice. L'annonce a été faite cet après-midi dans une déclaration. À suivre dans ce journal un commentaire et le point de vue de quelques Nigériens sur le réaménagement technique du gouvernement intervenu hier. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bonsoir. Sachez tout d'abord que le gouvernement vient de prendre une décision de suspension des cours dans toutes les écoles à partir de demain, mercredi, jusqu'au lundi prochain dans la capitale Niamey. Ceci pour faire face à l'épidémie de méningite qui sévit depuis quelques semaines avec environ 80 décès selon des sources concordantes. L'annonce a été faite par le Premier ministre cet après-midi. Birji Rafini a par la même occasion annoncé le début jeudi d'une campagne de vaccination. On l'écoute. Nous avons également ici à Niamey, compte tenu de l'acuité de cette épidémie, décidé de fermer les établissements d'enseignement, tous les degrés d'enseignement, jusqu'à lundi. À partir de demain, nous demandons à tous les établissements publics et privés d'enseignement de suspendre les cours et de laisser les enfants entrer dans leur famille, rester dans leur quartier et dans leur famille. C'est une mesure de précaution pour que ces élèves puissent bénéficier à l'arrivée des vaccins, donc des vaccinations pour ceux qui sont dans les cas, dans les quartiers où la maladie a été déclarée. Il y a également la nécessité de sensibiliser, d'informer, de communiquer en permanence. Nous demandons à tous les spécialistes, tous les professionnels de la santé de communiquer sur cette épidémie afin d'aider la population à se prémunir, à se protéger contre cette terrible maladie. Sur proposition du Premier ministre, le président de la République a procédé hier à un réaménagement technique du gouvernement. Ainsi donc, la ministre déléguée au développement industriel et aux mines part au ministère des Affaires étrangères. En tant que ministre déléguée toujours, et celle qui occupait ce poste la remplace à son ministère. Un jeu de chaises qui a suscité ce commentaire de la télévision Labari. C'est à la surprise générale que ce réaménagement technique du gouvernement est intervenu. Mais de réaménagement technique, il n'en est véritablement rien. Il s'est plutôt agi à sa lecture de satisfaire les déshydratats d'un allié qui, il y a quelques jours, menaçait. Sanoussi Tambari Jakou ne voulait en effet plus voir sa fille ministre déléguée aux côtés de Omar Hamidou Kiana d'Iladan. J'ai rencontré le président de la République au moins 10 fois à propos de cette affaire de ma fille. Je lui ai dit, monsieur le président, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Il faut enlever ma fille du développement industriel à côté du Tchana. J'ai vu le Premier ministre au moins 10 fois. Et à chaque fois, il me promet qu'il va arranger ça, qu'il va changer. Et rien n'a été arrangé et rien n'a changé. Jusqu'à la date d'aujourd'hui, ce n'est pas réglé. Je ne peux plus supporter ça. On me manque à ma fille, on manque à mon parti. Je n'ai jamais subi de tels manquements. Ainsi donc souhaité, ainsi fait, la roue de la Renaissance peut continuer à tourner. Chapeau alors au président Sanoussi Jakou, dont les désirs sont des ordres exécutoires et qui peut faire fléchir celui qui, il y a quelques jours seulement, proclamait haut et fort qu'il était le seul chef à bord. Si seulement le président du PNA, Oumar, pouvait désirer ne plus voir ces milliers d'enseignants et d'agents du secteur du développement rural ou encore ces centaines de médecins spécialistes partir en grève pour de minimes revendications. Toujours sur ce réaménagement technique, nous avons interrogé quelques citoyens. Voici ce qu'ils en pensent.
C'est pas un remaniement. Moi, j'utilisais les déplacements et ce n'est même pas technique. Tout simplement, ça vient nous confirmer que vraiment nous sommes dans un régime où c'est le pacte mafioso qui continue à gérer. Parce que c'est des alliés, une telle personne n'est pas satisfaite. On l'a entendu, vous-même vous l'avez relayé dans vos médias. Il a pris parti, oui, c'est sa fille, c'est son gène. Nous comprenons. Mais jusqu'à défier toute une république, s'il vous plaît, nous sommes dans quel monde? Le remaniement, on l'a attendu depuis. Il aurait dû être fait sur des bases logiques. Nous gérons comme tout le monde. Il vient, il dit que bon voilà, il décrit une situation pour satisfaire cet individu, on vient en faire un remaniement. Alors que combien de Nigériens ont décrié ce régime, ont décrié ce gouvernement. On n'a pas voulu faire les choses pour le peuple nigérien, mais pour les individus, on l'a fait. La décision prise par le président de la République de créer cette cohésion au sein du gouvernement ne peut être qu'une bonne chose. Indépendamment de ce que peuvent penser les uns et les autres, de l'intrusion de la famille de certains ministres, nous pensons que le plus important pour le Niger, c'est surtout la cohésion au sein du gouvernement. Il ne dépasse rien dans ces pays. Trop, c'est trop. On a train de regarder les gens là en train de faire n'importe quoi. C'est comme si aujourd'hui, nous n'avons pas cette qualité de nous prononcer ou bien de profiter avec le bien public. Leurs problèmes personnels, ils n'ont qu'à gérer ça. Mais ceux qui devront comprendre l'intérêt général, c'est l'intérêt général. On les a élus ou bien on les a nommés pour défendre l'intérêt général et non l'intérêt de ta fille ou bien de ton neveu ou bien de n'importe quoi. Nous avons constaté lamentablement ce remaniement et nous sommes certains que nous aimerions constater qu'il y ait une force suprême qui puisse courber la force publique plutôt qu'un individu, aussi âgé soit-il. Nous sommes dépassés d'abord parce que tous les fils du Niger ont des parents, peut-être même plus vieux que lui qui a défendu sa fille. Et nous sommes également dépassés parce que nous estimons qu'il y a des vieux qui peut-être pour des forces qu'ils détiennent par peut-être la maîtrise de certaines sources d'information, qu'ils puissent chanter au gouvernement ou bien d'autres forces également que nous ignorons qui puissent amener le gouvernement à une telle bassesse. Et nous imposons au gouvernement en tant que citoyen de considérer tous les Nigériens au même pied d'égalité. Que quelqu'un parce qu'il a juste un parent au sein du gouvernement ou juste parce qu'il a des acquaintances politiques, on les priorise. Et bien que cela s'arrête. Que cela s'arrête à jamais. Le syndicat autonome des magistrats du Niger, Saman, décide de porter plainte contre le ministre de l'Intérieur, Hassoumi Massaoudou, par ailleurs secrétaire général du comité exécutif du PNDS Tareya, pour outrage à magistrat et jet de discrédit sur une décision de justice. Cela après que Hassoumi Massaoudou ait qualifié de suspecte une décision rendue par un juge sur nos antennes. L'annonce de cette plainte a été faite cet après-midi dans une déclaration que nous résument Sadou Doumi et Abdrazak Idriss. En février dernier déjà, le syndicat autonome des magistrats du Niger mettait en garde et menaçait de poursuivre toute personne qui s'attaque à l'institution judiciaire ou à une décision rendue par un juge. Jeudi 17 avril 2015, le secrétaire général du comité exécutif national du PNDS Tareya leur donnait l'occasion de mettre en exécution la dite menace. Le juge a dit qu'il est incompétent, ce qui est suspect de la part de ce juge, je le pense. Je suis suspect, tout le monde sait que c'est suspect. Ils disent qu'il est incompétent, il ne peut pas juger une telle affaire. Ces propos de Hassoumi Massaoudou sont qualifiés d'outrage à magistrat, jet de discrédit sur décision de justice et de diffamation. Et ce sont ces griefs qui sous-tendent la plainte du Saman. Il se trouve ainsi d'époque en continuant à croire que la justice doit obligatoirement rendre une décision à lui favorable. Il doit comprendre par conséquent que notre justice est républicaine, neutre, impartiale, égale pour tous, non partisane et ne saurait jamais être à la solde des régimes. Nous le mettons donc en garde contre toute attaque future à l'endroit des magistrats dans l'exercice de leurs fonctions. Le bureau exécutif du Saman a décidé souverainement de saisir le procureur de la République d'une plainte contre lui pour outrage à magistrat, jet de discrédit sur une décision de justice et diffamation. Dans cette optique, nous demandons instamment au président de la République
en tant que garant de l'indépendance de la magistrature, de bien vouloir mettre le sieur Massaoudou Hassoumi à la disposition de la justice de notre pays pour ses propos calomnieux qui jure avec les fonctions de ministre de la République. Le syndicat autonome des magistrats du Niger entend aussi déposer une plainte contre une citoyenne nigérienne insatisfaite d'une décision de justice et qui s'est érigée, selon le syndicat, en donneuse de leçons. Dame Mindaoudou Malher, s'érigeant en censeur et donneuse de leçons de déontologie et d'éthique, a porté l'affaire devant le ministre de la Justice en affirmant, sans retenue et sans respect pour l'institution judiciaire, que les 3 magistrats ayant jugé son affaire ont manqué de dignité et de loyauté et sollicitant par conséquent qu'il soit traduit devant le conseil de discipline. Nous répondons à cette dame que l'inspection des services judiciaires mène ses investigations sur le bien fondé de sa requête et qu'il lui appartiendra d'apporter la preuve de ses allégations. Pour ne pas laisser cet acte gravissime impuni, le Ben Saman, après concertation avec les collègues injustement incriminés, a décidé de porter plainte contre Dame Mindaoudou Malher et le journaliste, auteur de l'article paru sur le site de Niger Actu sous le titre « La probité morale de 3 magistrats de la Cour d'appel de Niamey mise en cause ». Une plainte adressée au ministre de la Justice est restée muette pour diffamation, injure et jeu de discrédit sur une décision de justice. Le syndicat autonome des magistrats du Niger entend suivre ces 2 plaintes jusqu'à leur aboutissement. Le cadre permanent de réflexion et d'action des syndicats de l'enseignement CEPRAS a organisé ce matin une marche pacifique suivie de meetings à la place de la concertation. Cette manifestation vient ainsi appuyer la grève de 48 heures que le CEPRAS a entamée ce mardi pour amener le gouvernement à satisfaire ses revendications. C'est avec une marche pacifique suivie de meetings que le CEPRAS a appuyé sa grève de 48 heures. Les enseignants réunis au sein de cette structure ont battu le pavé de la place Touma à la place de la concertation pour ainsi rappeler au gouvernement ses engagements vis-à-vis d'eux. Cette marche vise à amener le gouvernement de la 7e République à respecter les engagements qu'il a librement souscrits avec nous. À ce niveau, il faut rappeler le gouvernement s'était engagé à faire en sorte que les enseignants contractuels puissent être payés à terme échu. Le gouvernement s'était engagé également à faire en sorte que le recrutement à la fonction publique soit dans les meilleures conditions. Et aussi, les 280 enseignants révoqués à la fonction publique, dans le cas spécial A, le CEPRAS entend demander au gouvernement de pouvoir régler définitivement leur cas en les réintégrant à la fonction publique. Donc, de façon résumée, les préoccupations et les engagements que le gouvernement a pris avec nous librement, c'est cela que nous sommes en train de pouvoir l'amener à respecter. Cette manifestation est qualifiée d'une réussite par les organisateurs. Et c'est désormais de cette manière que le cadre permanent de réflexion et d'action des syndicats de l'enseignement entend agir pour faire aboutir ces revendications. Cérémonie d'ouverture ce matin à l'hôtel Sahel d'un atelier de renforcement des capacités des acteurs nationaux de la gestion des situations d'urgence. C'est une initiative de 3 principales structures, à savoir la cellule de coordination humanitaire du cabinet du Premier ministre, l'International Rescue Committee et le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires OCHA. Le compte-rendu de Michel Déchy. C'est un atelier qui vise à outiller les participants composés essentiellement des hommes de terrain sur la gestion des situations d'urgence. Un atelier qui vient à point nommé pour les acteurs humanitaires qui œuvrent inlassablement aux côtés du gouvernement dans la gestion des crises humanitaires. En effet, la qualité d'une réponse en situation d'urgence commence par le niveau de préparation des différents acteurs et leur capacité de réponse. Cela ne peut se faire que si l'évaluation est de qualité, avec des données fiables et disponibles à temps pour informer une action de réponse appropriée et opportune, prenant en compte une coordination et une coopération en fonction de la nature et de l'intensité de la catastrophe ou de l'urgence. À la date d'aujourd'hui, ce sont près de 150 000 ressortissants du Nigeria fuyant les exactions de Boko Haram qui vivent dans la région de Difa et plus de 50 000 Maliens se sont retrouvés dans la région de Tillabéri depuis 2012, a rappelé le directeur de cabinet adjoint du Premier ministre.
Face à ces défis majeurs rémanents, le gouvernement a, avec l'appui de ses partenaires, toujours pris des mesures rigoureuses et adaptées à travers un dispositif de veille et d'action, en mobilisant des ressources publiques à hauteur de plusieurs milliards de nos francs dans le cadre du fonds de gestion des crises et des catastrophes. Le présent atelier de formation est le témoignage éloquent de la bonne coopération qui existe entre la collaboration du gouvernement et les partenaires du Niger, acteurs humanitaires qui œuvrent inlassablement aux côtés des services et des mécanismes nationaux de gestion des crises humanitaires. Pendant les 3 jours que durera cet atelier, les participants auront à se familiariser avec les outils internationaux relatifs au cycle de planification humanitaire, notamment la préparation, l'évaluation, la gestion des données et la planification de la réponse avec des exercices de simulation à l'appui. Le comité de base de Lumana de Bukoki 3 au 2e arrondissement de la capitale a organisé le samedi 18 avril dernier un meeting. Il s'est agi de la mise en place du bureau du dit comité en vue de renforcer le positionnement du parti dans ce quartier réputé fief de Lumana à Niamey. Le compte-rendu est signé Adam Soumana. Ce rassemblement de jeunes filles et garçons du quartier Bukoki-3, appuyé par quelques sages de cette partie de la capitale, vise à mettre en place un comité de base du Modemfa Lumana Africa en vue de renforcer davantage la position de ce parti dans le 2e arrondissement. Une rencontre rehaussée par la présence des membres de la coordination régionale Lumana Niamey avec à sa tête le président Soumana Sanda. Occasion pour les responsables des différentes structures du parti de s'allier cette mobilisation des militantes et militants, preuve selon eux de l'attachement de ces derniers au parti de Hamamadou tout en les exhortant à se faire recenser pour les prochaines échéances électorales. Militantes, les militants n'ont qu'à comprendre et rester calmes, vigilants, parce que tout simplement, il va de soi que le monde ne fait que grandir pendant que certains se gosillent nuit et jour. Je crois qu'ils doivent rester sereins et se préparer plutôt pour les échéances à venir. En quoi faisant? En se préparant pour le recensement qui commencera bientôt. Que l'ensemble de nos militants soient recensés, qu'ils se fassent recenser parce que aimer un parti signifie qu'il faut pouvoir voter à temps opportun. Et pouvoir voter signifie également qu'on doit avoir la carte d'électeur. C'est pour cela que l'appel que nous lançons aujourd'hui à nos militants, c'est de prendre le temps de pouvoir se faire recenser. Le recensement se fera de porte en porte et ils doivent obligatoirement rester chez eux pour que l'ensemble soit recensé. Et je crois que se préparer en conséquence pour les échéances à venir. Nous ne sommes pas très loin, en 2016 c'est bientôt. Il faudrait qu'ils soient prêts pour les échéances. Prenant la parole à son tour, le président de la coordination régionale Modemfa Lumana Africa, Soumana Sanda, a loué la loyauté de ces jeunes aux idéaux du parti au cheval blanc ailé, dans un contexte marqué selon lui par l'achat de conscience et le bafouement de la dignité humaine. Il a ensuite annoncé la nouvelle tant attendue par l'ensemble des militants. Labari hinkanta kan ainihin kun dai kai ga kyaran sai ngagati dinara ha aram ne Soumana Sanda no ka ne o Bukoki 3 anaci ane hamma madu agogin ga valizai hau agogo sola mai Niger ya dinga jama'a bare iga baga borgu zamaran di deja tabar furi sai har man tumuso diga girbi kalim garba sugutun di fongo hamma ga wali fongo lumana ga diga wa zamnya mai ya nisi barara ni mate zari kan ni man ma hamma maduma da lumana ma zaima ngwari no akan sinwa koine to ai ga bai maki sai musola fa hamma goka hamma goga ka hamma ga te kandida hamma ga du ko itara inshallah. Une information qui a mis du baume au cœur des militants dont la détermination à défendre vaille que vaille le parti Modemfa Lumana Africa est sans faille. Le mouvement nigérien pour le renouveau démocratique MRD Hankouri a tenu son conseil de cadre au titre de l'année 2015 à Niamey. Des délégués venus de l'intérieur du pays ont échangé sur la vie du parti,
notamment les préparatifs des échéances électorales à venir. Les réflexions ont également porté sur comment améliorer la participation de la jeunesse nigérienne à la gestion de l'État en commençant par leur représentativité dans les partis politiques. Suivant un extrait du discours prononcé par Hamani Ismail, il est le secrétaire général du MRD Hankouri. En janvier 2012, nous avons eu à réfléchir sur comment placer la jeunesse au cœur de la gouvernance démocratique et de la responsabilité citoyenne. À l'issue de nos travaux, nous avions recommandé au Bureau politique national de se déclarer parti politique non affilié parce que nous n'avions ni présenté de candidat au présidentiel 2011, encore moins soutenu un candidat aux dites élections, et la logique voudrait que nous soyons à l'époque non affiliés. En février 2013, nous nous sommes réunis afin de délibérer sur comment notre formation politique pourra-t-elle promouvoir l'implication politico-administrative des jeunes et des femmes pour un développement durable. À l'occasion, nous avons recommandé au Bureau politique national d'adhérer à l'Alliance pour la réconciliation, la démocratie et la République ARDR, dynamique à laquelle nous réitérons notre appartenance, notre solidarité et dont nous incarnons, promouvons et défendons les idéaux. Sinon, comment rester neutre lorsqu'un régime qui se dit démocratique prône la négation de cette démocratie? Comment rester neutre face à un régime considérant d'opposants et donc sujet à l'inconsidération et au dégoût méprisant tout Nigérien ne dansant pas au rythme du tambour du président de la République? Comment rester neutre face à un régime synonyme d'insécurité permanente, d'instabilité politique et de frustration socio-professionnelle? En mars 2014, nous avons échangé sur l'attitude que doit adopter la jeunesse face aux enjeux sécuritaires et environnementaux. Et à l'occasion, nous avons recommandé au Bureau politique national d'organiser une formation sur la thématique, ce qui fut fait. Et à l'issue de cette formation organisée le 5 décembre 2014, nous avons enregistré l'adhésion de nouveaux militants et sympathisants le dimanche 7 décembre 2014. Cette année, le Conseil des cadres intervient avec un léger retard, essentiellement dû au déplacement de nos camarades, dont certains ont tardivement reçu leur permission d'absence de la part de leur employeur. Ce Conseil dit de tous les enjeux nous amène à statuer sur les nouvelles orientations à donner au parti en perspective des élections générales 2015-2016, parce qu'au terme des dispositions statutaires du parti, le Conseil des cadres a la lourde tâche, en collaboration avec le secrétariat général, de recevoir, analyser, valider ou rejeter les listes de candidature du parti. Aussi, cadre scientifique, c'est à lui qu'incombe la responsabilité de juger sur l'opportunité de présenter une candidature pour telle élection dans telle localité et la candidature apparaît. De même, une préoccupation attire l'attention. Comment parvenir à enraciner le parti au-delà des chefs-lieux de région et de département dans toutes les communes du Niger, parce qu'effectivement, il y a des localités dans lesquelles nous manquons de visibilité. La discrimination des jeunes est une réalité. Regardez d'un près la modernisation dite de l'État, si indispensable à notre système productif. Elle est mise en œuvre au seul avantage de ceux disposant d'un emploi stable, qui sont les moins nombreux. Le taux insignifiant et quasiment inexistant de recrutement des jeunes, puisque fondé sur des considérations politiques partisanes, vous ces derniers à leur triste et incertain sort dans un contexte où les entreprises publiques et privées et d'autres organismes à vocation sous-régionale, régionale et même universelle conditionnent leur embauche à une expérience professionnelle minimale de 2 à 5 ans. Or, nous sommes convaincus qu'il y a des jeunes diplômés qui sont à la fois techniquement compétents et capables d'adaptation. Dans cette circonstance, les jeunes doivent opter pour une participation politique maximisée, bien que beaucoup de jeunes n'ont pas confiance aux partis politiques et que les leaders de ces partis se plaignent souvent que les jeunes n'ont pas envie de s'engager. Quoi qu'il en soit, comme le dit le secrétaire général des Nations Unies, M. Ban Ki-moon, les jeunes devraient pouvoir participer à la prise de décision au niveau local, national et mondial. Fin de citation. Ainsi, les jeunes se trouvent de l'indispensable obligation de créer les conditions pour que désormais toutes les interventions visant à aider les jeunes soient conduites par des jeunes. Ils doivent aussi voter et renoncer, sinon prohiber le recours à la violence politique, notamment pendant les périodes préélectorales, électorales et post-électorales. La violence politique renforce les stéréotypes qui considèrent les jeunes comme désengagés de la politique, comme objets de politique sociale ou comme des fauteurs de troubles.
Mesdames, Messieurs, ici prend fin ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.